5 erreurs quotidiennes qui te rendent fatigué, vraiment fatigué. Je suis passé par là aussi quand j'étais ado, quand je faisais mes études, etc. C'est la rentrée, tu as besoin de motivation, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'outils pour atteindre tes objectifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir 5 erreurs que tu fais probablement quotidiennement, qui anéantissent complètement ton énergie au quotidien. Peut-être que tu fais une ou plusieurs de ces erreurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais en tout cas, si tu te sens fatigué, démotivé, que tu sens que tu es en train de subir ta situation, que tu sens que tu es dans un brouillard mental, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop où tu veux aller, ou que juste tu manques de projet, que tu manques d'ambition, et ben reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, Inch'Allah, parce qu'il y a plein d'astuces, plein de solutions par rapport à toutes ces problématiques. Et je crois sincèrement que cette vidéo peut t'aider à trouver des solutions pour les problèmes que tu rencontres dans ta vie quotidienne. En tout cas, voilà, c'est parti. Sans plus tarder, on va y aller avec la première erreur que tu fais probablement, que j'ai faite longtemps et que ça m'arrive de la refaire si je ne fais pas attention. C'est ce qu'on met dans la tête, ce qu'on met dans le cerveau, donc les informations anxiogènes. Alors ça comprend plusieurs choses, notamment les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui la source principale, je pense, de nos informations, surtout à notre âge, notre génération. On a aussi le journal télévisé, par exemple pour ceux qui ont des parents qui regardent la télé et qui vivent encore chez leurs parents. Les journaux télévisés aiment beaucoup exploiter le biais de négativité, on en reparlera juste après. Il y a aussi les journaux papier, les faits divers, ça alimente le climat anxiogène dans lequel on vit, et ce qui alimente aussi cette fatigue émotionnelle. Et on a l'entourage aussi qui peut avoir un impact très négatif sur notre fatigue mentale, une fatigue émotionnelle, parce que voilà, quand on a des gens qui se plaignent autour de nous, c'est pas toujours facile de faire la part des choses, et parfois on peut même s'imprégner de l'état d'esprit de la personne qui nous donne ces informations. Alors pour poser un petit peu les briques, on a 53% des Français qui souffrent de fatigue informationnelle. La fatigue informationnelle, c'est justement tout ce qui est lié aux informations négatives, le fait de se sentir stressé, anxieux, d'avoir un petit peu peur de ce climat, de ressentir un petit peu une fatigue constante. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle, tu sais, quand tu es fatigué de l'esprit, c'est pas vraiment la même fatigue que quand tu as fait du sport ou que quand tu as fait une grosse journée de travail, tu vois. Et c'est pour ça aussi que des fois les jobs de bureau devant un ordi, ne serait-ce que 35 heures par semaine, ça peut être plus fatigant que un plombier, un électricien qui bouge, qui voit du monde et qui fait plus d'heures aussi. Parce que c'est pas la même fatigue, c'est pas le même type de fatigue. Donc cette fatigue, elle représente un vrai danger pour ta santé, que ce soit ta santé mentale ou ta santé physique. Par exemple, le fait d'aller regarder les informations plusieurs fois par jour, ça peut créer un pic de cortisol, donc un gros pic de stress, surtout au réveil. Donc si tu as tendance à prendre ton téléphone dès que tu te réveilles le matin dans ton lit, tu vas sur Instagram, tu vois un petit peu ce qui se passe, tu regardes la télé ou que tu suis des chaînes YouTube d'information, c'était mon cas là, ces 2-3 mois, j'étais retombé dedans un petit peu. Et depuis que j'ai arrêté de faire ça, rien à voir, je me sens beaucoup mieux. Donc faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir, parce que ça dérègle vraiment ton humeur pour la journée. Et en plus, ça fait perdre du temps aussi d'aller scroller, regarder les news. Tu pourras faire des choses plus constructives. On y reviendra aussi juste après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tes pensées entraînent tes émotions qui entraînent tes actions. Donc si tu alimentes tes pensées avec quelque chose de néfaste, ça va se ressentir sur tes actions et ça va se ressentir aussi sur l'atteinte de tes objectifs qui ne seront pas à la hauteur de tes actions, et tes actions ne seront pas à la hauteur de ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs, puisque justement tu alimentes ton cerveau avec de mauvaises informations. C'est un peu comme si tu voulais faire Paris-Marseille en voiture, il faut mettre du carburant, le carburant c'est tes pensées, donc si tu mets le mauvais carburant, tu vas tomber en panne sur ton trajet, et c'est un petit peu la même analogie avec tes pensées qui vont se répercuter sur tes actions, voilà, donc sur ton trajet. Tes actions, c'est ton trajet pour atteindre tes objectifs qui sont ta destination. Donc si tu mets des informations anxiogènes dans ton cerveau, sache que tu as le contrôle dessus, ça impacte directement ta motivation. Donc tu vas être moins motivé, et la motivation, tu en as besoin pour atteindre tes objectifs, puisque ton énergie quotidienne disponible, elle est limitée. Donc il ne faut pas la consommer inutilement avec des infos anxiogènes. Donc non seulement ça impacte ta motivation, mais ça impacte aussi ton état d'esprit général, parce que tu vas dire le monde va mal, il n'y a que des mauvaises choses qui se passent dans le monde, alors qu'en soi c'est pas vrai. Alors oui, il y a énormément de choses mauvaises, mais tu as plein de bienfaits, plein de bénédictions autour de toi tous les jours, et on ne s'en rend même plus compte. Tu as à manger, tu as un toit, tu as une famille probablement, ou une partie de ta famille. Donc tu vois, tu peux déjà être reconnaissant pour ça. Et dans la société, il y a aussi des choses positives qui se passent. Ou juste si tu ouvres ton esprit au positif, tu vas voir qu'il y a des belles choses qui se passent autour de toi. Sinon, comme je disais tout à l'heure, les médias aiment beaucoup exploiter le biais de négativité, puisque c'est ça qui
créer de l'engagement pour eux, c'est-à-dire les gens restent plus longtemps à regarder les informations, les gens cliquent plus sur les articles parce qu'ils jouent sur la peur. Troisième guerre mondiale, Vladimir Poutine veut attaquer l'Europe avec une bombe nucléaire. Il n'y a plus d'œufs dans les supermarchés, c'est la faute des musulmans. Voilà, tout ça, ça alimente un climat anxiogène et on est tous humains, on se fait tous avoir par ça. Si tu ne conscientises pas le fait que les médias exploitent ton biais de négativité, les médias, ou même ça peut être des youtubeurs lambda, qui ne sont pas forcément des médias mais qui relayent des informations, ce qui va se passer c'est que tu vas vraiment perdre ton focus, tu vas être obnubilé par tout ce qui se passe dans le monde et non seulement ça prend ton énergie mentale mais ça prend aussi du temps. Alors on y reviendra dans les solutions mais c'est vraiment important de filtrer au maximum, voire de bannir ces informations. De toute façon, s'il se passe quelque chose de majeur dans le monde, tu le sauras tôt ou tard. Si tu es un être un minimum social, tu vas en entendre parler autour de toi. Cette anxiété, elle a un impact sur la santé. Ça peut créer des troubles du sommeil, des ruminations, voire même de l'insomnie dans certains cas. Ça peut te rendre irritable, tu peux être agacé pour un tout et un rien, surtout si tu as en plus des troubles de sommeil, parce que voilà, t'as pas assez dormi, en plus tu as des pensées négatives, donc un rien peut te saouler. Si tu ne règles pas ce problème rapidement, ça peut te créer une fatigue chronique. Et sinon, tu peux avoir d'autres symptômes un peu plus légers, un peu moins graves, mais qui sont quand même gênants. Ça peut être des boutons sur le visage, sur le corps, ou ça peut être une mauvaise digestion. Tu peux avoir des acidités, des aigreurs, des ballonnements aussi. Le stress peut créer ce genre de symptômes. Et dans le pire des cas, je ne l'ai pas noté, mais ça peut aussi créer de la dépression sur le long terme. On l'a vu notamment avec les cas d'éco-anxiété. Vous savez, c'est ces gens qui sont très proches de l'écologie, à juste titre, je pense, mais qui étaient tout le temps connectés sur les infos, sur le climat, le réchauffement climatique, l'effondrement, la collapsologie. Il y a eu beaucoup de cas de dépression à cause de ça. Donc un petit rappel, je suis pas médecin, moi je me base vraiment sur des recherches scientifiques qui sont documentées, je mets toutes les sources en description. Et si vraiment vous avez un doute ou vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours consulter votre médecin, je vous le recommande. Voilà, c'était un petit disclaimer qui était important à faire. Autre danger des informations anxiogènes, c'est que ça détruit ta créativité. Puisque, comme on l'a déjà relevé, tu as moins de temps pour tes projets, tu as une charge mentale inutile. Alors je dis que c'est inutile parce que dans la plupart des cas, ce qui se passe en France et dans le monde, ça n'impacte pas ta vie quotidienne directement. Donc tu peux regarder les news une fois par semaine, ça ne changera rien à ta vie par rapport à regarder tous les jours. Savoir qu'un tel a tué son voisin ou que les USA ont augmenté leur taux de douane, leur taux d'importation, d'exportation, je ne sais quoi, ça change pas grand-chose à ta vie, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, ton énergie quotidienne, elle est limitée. Tu as une jauge un petit peu comme un jeu vidéo, tu as une barre de santé, une barre de vie, une barre d'énergie comme tu veux en début de ta journée. Et au fur et à mesure que tu prends des décisions, au fur et à mesure que tu écoutes, que tu fais rentrer des informations dans ton cerveau, ta jauge diminue. Donc garde-la pour tes projets, garde-la pour ton travail, garde-la pour ta spiritualité, garde-la pour des choses constructives et pour du repos aussi, puisque le repos c'est constructif. En tout cas, face à tous ces dangers, il y a des solutions qui existent, il y a même beaucoup de solutions. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, au réveil, au lieu de sortir ton téléphone, d'aller sur Instagram ou d'aller lire des articles de journaux ou de regarder des vidéos, commence déjà par boire de l'eau. Parce qu'on ne boit vraiment pas assez dans une journée pour la majorité d'entre nous. Ensuite, tu peux aller faire ton hygiène quotidienne, voilà, te nettoyer le visage, te brosser les dents avant ou après le repas comme tu préfères. Et dédier du temps, si tu as du temps, à une activité constructive. Ça peut être de la marche en nature si possible, ça fait vraiment du bien. Il y a des études scientifiques sur le sujet qui montrent que passer du temps en nature, ça augmente la longévité, ce qui est le cas chez des populations au Japon et chez des populations méditerranéennes où on voit un taux de centenaires beaucoup plus grand, même si c'est pas que attribué à ce facteur-là, il y a aussi l'alimentation, les relations sociales, le sommeil, l'activité physique, on y reviendra aussi là-dessus. Alors je suis désolé, ça fait beaucoup de fois que je dis on reviendra dessus, mais c'est vrai, on reviendra dessus. Et je te recommande vraiment d'utiliser ton téléphone que avec conscience, c'est-à-dire une fois que tu as fait toutes ces tâches-là le matin, là tu peux vraiment t'autoriser à prendre ton téléphone pour des choses un petit peu moins constructives ou même pour des choses constructives aussi. Là, je parle avec expérience. J'ai vraiment expérimenté les deux, le téléphone au réveil et faire ce genre de choses au réveil avant d'utiliser son téléphone. Et il n'y a pas photo. Ça change vraiment la mentalité dans laquelle on se trouve, non seulement la journée, mais aussi sur le plus moyen terme. À force de prendre cette habitude-là, on est moins stressé et moins anxieux
et moins fatigué surtout, puisque c'est le sujet de la vidéo de manière générale. Donc ça, c'était la première solution, prendre de bonnes habitudes au réveil. On a aussi une autre solution qui est de couper les notifs. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai coupé toutes les notifs de mon téléphone. J'ai vraiment gardé que les notifs essentiels, comme par exemple avec ma femme, on discute beaucoup sur WhatsApp. Donc j'ai vraiment les notifications des messages de ma femme, ça c'est important pour moi. Mais je suis toujours en silencieux. C'est-à-dire que quand je reçois un message, j'ai pas de bzz bzz pendant que je travaille, j'ai pas de notification, j'ai pas de vibreur, j'ai que sur le téléphone qui s'affiche quand j'allume l'écran. L'écran ne s'allume pas quand je reçois une notification. Donc je décide vraiment d'aller sur mon téléphone et aller voir quand j'ai une notif. Par contre, si j'ai une urgence, je suis en mode ne pas déranger et ça permet de, si elle doit m'appeler en urgence, j'ai certains contacts aussi de ma famille, voilà, si je reçois un appel, là ça vibre. C'est vraiment que dans le cas où je reçois un appel. Et ça, c'est vraiment un cheat code puisque du coup, ça te permet de vraiment te concentrer, que tu fasses des études ou que tu sois entrepreneur ou même que tu sois salarié. Ça te permet toujours de rester concentré dans ton travail ou dans tes activités tout en restant joignable en cas d'urgence. Puisqu'il y a une méthode aussi qui existe qui est le mode avion. Mais je ne recommande pas puisque si tu as des responsabilités et que tu dois être joignable, le mode avion, tu es injoignable. Et ça peut causer vraiment de problèmes. Et il y a des gens qui ne veulent pas couper les notifications justement par peur de ne pas être joignable. Donc normalement, tous les téléphones ont la fonctionnalité ne pas déranger et c'est vraiment très efficace et je garantis que ça marche très bien. Autre solution, j'en parlais tout à l'heure, c'est de bannir les informations quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'aller voir les informations tous les jours, d'autant plus si ce n'est pas ton choix, si tu regardes la télé ou que tu vas sur Instagram un petit peu par automatisme. Je dis Instagram, mais ça peut être n'importe quel autre canal. Là, il n'y a même pas besoin de faire de demi-mesure. Tu bannis journal télévisé, l'info des réseaux sociaux. Si tu as tendance à aller sur Instagram, ce qui est aussi mon cas, j'y vais plusieurs fois par semaine, même tous les jours. Et là, surtout depuis que j'ai arrêté de regarder les infos, j'y vais beaucoup moins. Mais d'alimenter ton feed Insta de contenu constructif. Par exemple, sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de filles dénudées, etc. J'ai juste banni le mot danse. Parce qu'on peut mettre des mots bannis sur Instagram et je n'ai plus eu de femmes qui dansent ou de femmes un petit peu dénudées. Ça, c'est vraiment un cheat code aussi, puisque les réseaux sociaux aiment beaucoup utiliser les biais de la psychologie humaine pour te garder sur l'appli un petit peu là, de t'hameçonner comme un poisson. Et vous n'êtes pas sans savoir que les femmes, ça crée beaucoup d'engagement chez beaucoup d'hommes. Donc vraiment bannir ça. Bannir aussi peut-être le mot politique, le mot information, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça peut être une idée. Et sinon, d'aller chercher, quand tu as le temps, quand tu vas sur Instagram délibérément, d'aller chercher des contenus qui t'intéressent. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de contenu sport, de contenu spiritualité aussi, religion, islam, etc. Et comme ça, en fait, quand je vais sur Instagram, je vois ces contenus-là. J'ai pas de contenu poubelle qui viennent me gâcher mon feed. Et surtout, la règle, c'est d'y aller vraiment que quand toi, tu décides. Et on pourrait ajouter aussi, je l'ai pas mis, mais le feed blocker, j'en ai un sur mon PC. C'est-à-dire que tu peux télécharger une extension, par exemple, sur ton navigateur et un feed blocker. C'est-à-dire quand tu vas sur YouTube, quand tu vas sur Facebook, quand tu vas sur Instagram, quand tu vas sur TikTok, tu n'as pas de feed. Donc tu peux pas être distrait par même quelque chose qui t'intéresse, tu vois. Moi j'aime beaucoup le sport et je peux être très vite hameçonné par une publication sur le sport. Et le feed blocker permet de résoudre ce problème. Autre poison invisible, parfois c'est l'entourage. Alors je dis pas que c'est l'entourage qui est poison, mais c'est leur comportement. J'en parlais tout à l'heure, mais la plainte c'est vraiment un comportement de médiocrité. Si toi tu es ambitieux, que tu as des objectifs, je te recommande vraiment par expérience de refuser la plainte. C'est quelque chose que tu bannis de ta vie. Ne pas se plaindre de la météo, de ta fatigue, de ta situation financière. Très dangereux aussi de se plaindre de sa situation financière puisque tu exposes ta situation à des gens qui ne sont pas censés savoir ta situation financière. Pareil pour tes problèmes de couple ou tes problèmes de famille. Ça, c'est des choses à garder totalement privées. Et si tu es musulman comme moi, l'islam porte une importance aussi à la sphère privée. C'est très important. Et si tu fais face à une situation d'adversité, à une situation où tu es en difficulté, rapproche-toi de Dieu, quelle que soit ta religion. Rapproche-toi de ton Dieu et tu vas voir que ça va te faire du bien et que ça va vraiment changer ton état d'esprit. Pareil pour tes projets. Alors, j'ai pas mis le mot projet, mais si tu as des projets, fais. Ne dis rien. N'annonce pas tes projets, puisque annoncer ces projets, c'est un petit peu comme les tuer. Pour 2 raisons. La première raison, c'est si tu annonces tes projets, tu libères un shot de dopamine
ce qui te donne l'impression que tu as réalisé ce projet même si tu ne l'as pas fait. Du coup, tu vas avoir moins de motivation pour le faire et tu vas probablement procrastiner, voire ne jamais faire ton projet. L'autre raison un peu plus ésotérique, c'est le mauvais œil. Si tu ne te protèges pas, tu peux t'attirer aussi le mauvais œil et tu peux créer une jalousie chez les gens qui t'écoutent. Par expérience, je te recommande vraiment de garder tes projets uniquement pour toi ou des personnes vraiment de confiance. Attention à la famille aussi des fois. Alors je dis pas de devenir parano et de se méfier de ses parents, etc. Mais tu peux sélectionner aussi ce que tu dévoiles et ce que tu ne dévoiles pas. Après, teste, fais-toi ta propre expérience, c'est le plus important. Refuse la plainte des autres. Alors tu peux écouter, il y a des situations, bon tu peux pas dire stop facilement aussi, ça peut arriver. Il y a certains contextes qui ne permettent pas de. Essaye juste de ne pas t'en imprégner, ça rentre, ça ressort. Moi, je vais te partager une anecdote. Quand j'étais en apprentissage, j'étais dans un secteur un petit peu industriel. Il y avait beaucoup d'intérimaires et malheureusement, qui dit intérimaire dit aussi précarité au travail. Les gens, ils n'ont pas toujours la garantie du travail. Ils ne savent pas s'ils vont travailler dans les 2 prochaines semaines. Ça crée beaucoup de stress et d'anxiété chez eux. Et ces gens-là, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de dire que ça va pas. Et ils se plaignent de la météo, de la politique, de leur situation financière, du patron. Et quand j'étais dans ce milieu-là professionnel, je devenais comme ces gens-là. Donc je me plaignais. Et plus je me plaignais, plus j'étais fatigué. Plus je me plaignais, moins j'étais satisfait, moins j'étais reconnaissant, plus j'étais stressé. Et un jour, je me suis dit, bon là, stop. J'arrête de me plaindre et je m'y tiens. Même si c'est dur. L'horloge, oui, elle tourne lentement dans ce genre de milieu. Mais c'est pas grave. Je prends sur moi, je navigue dans mes pensées, etc. Je pense à des projets. Des fois, en plus, moi qui avais pas mal d'idées, j'avais un petit post-it dans la poche. Je prenais mon crayon, j'écrivais mes idées pour mes projets. Et en fait, le fait d'avoir banni la plainte, quand quelqu'un se plaignait, je rentrais pas dans la discussion activement, tu vois. Je disais ouais, ok, oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, je restais à l'écoute pour pas être impoli, pour pas dire bon là tu me saoules, arrête de te plaindre. Et déjà ça m'a fait vraiment du bien. Donc je t'invite à essayer. Et bien sûr ça veut pas dire qu'il faut arrêter de se confier ou d'exposer des problématiques que l'on peut rencontrer ou juste d'arrêter d'écouter des gens qui ont besoin. Il faut juste savoir faire la part des choses entre la discussion nécessaire en cas de besoin, l'écoute nécessaire en cas de besoin et la plainte. Mais je pense que tu es assez intelligent ou intelligente pour faire la part des choses à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a vu dans un premier temps la première source de fatigue qui est l'information anxiogène et on va passer à la deuxième qui est une alimentation négligée. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller à l'essentiel même s'il y a beaucoup de choses. Mais pour commencer, il y a un lien direct entre une alimentation négligée et les maladies chroniques. Alors l'OMS nous dit que 25% des morts dans le monde sont d'origine nutritionnelle, avec des chiffres pour l'hypertension, le surpoids, etc. Je vous laisse lire. Et le World Cancer Research Fund, je vous remercie pour l'accent anglais, estime environ qu'un tiers des cancers pourraient être évités par une prévention nutritionnelle dans les pays industrialisés et pourrait même réduire le risque de plus de moitié avec des chiffres comme 65% pour les cancers des voies aérodigestives supérieures, 50% pour les cancers colorectaux, et 45% pour le cancer du col de l'utérus. Donc c'est énorme quand on voit ces chiffres-là. Donc déjà, ça pose les bases. Maintenant, on va voir les différents facteurs de fatigue. Il y en a plein. Il y en a plein au niveau alimentaire. On va essayer d'être bref. Mais déjà, tout ce qui est sucre ajouté, industriel, pour moi, il faut bannir ou réduire drastiquement. Vraiment, si ça représente 5-10% de ton alimentation, ça va, surtout si tu manges des fibres, des légumes bien protéinés, des glucides complexes et naturels, non transformés à côté, ça va, il n'y a pas trop de risques. Mais déjà, si tu as l'habitude de grignoter ou de manger des gâteaux, des bonbons, des sodas, des charcuteries industrielles, des viandes rouges, des viennoiseries, des jus de fruits industriels, des céréales blanches, il y en a plein. Tout ça c'est très mauvais. Ça a plein d'effets négatifs, je ne vais pas tous les dire, mais vous pouvez faire des recherches sur internet. Vous trouverez, il y a de la matière. Et surtout, le sucre raffiné, comme ça, le sucre industriel, ça a créé un effet de rebond. Vous savez, ce fameux pic de glycémie qui, une fois atteint, te fait vraiment baisser ton énergie. Tu as un gros coup de barre. Souvent, on observe ça le matin. Pour ceux qui sont au travail ou qui sont à l'école, surtout quand on a des petits déj avec du jus de fruits industriel,
des viennoiseries, des gâteaux, des céréales, les céréales industrielles, ça c'est bourré de sucre. Souvent si tu prends ça à 8 heures, tu sais, t'as un petit coup de barre dans le milieu de matinée. Moi ça me faisait beaucoup ça quand j'étais au lycée puisque je prenais ce genre de petit déjeuner, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant et j'ai zéro coup de fatigue la matinée, au contraire, c'est là où je suis le plus patate. Donc voilà, ça peut créer cet effet de rebond, en plus d'autres inconforts comme des ballonnements. Autre facteur de fatigue, on a le grignotage, surtout avec des aliments comme je viens de citer. Il y a aussi le manque d'hydratation, ça faut faire très attention. Et le manque d'hydratation crée une diminution de la concentration et de l'énergie. Autre facteur, le manque de fibres. Donc les fibres, c'est tout ce qui est légumes, fruits, céréales complètes, comme l'avoine par exemple. Vous allez en entendre beaucoup parler ici de l'avoine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres créent de la satiété, un peu comme les protéines. Donc si tu manques de fibres, ou que tu manques de protéines, ou pire que tu manques des deux, bah là tu vas grignoter tout le temps. Et du coup c'est un cercle vicieux, puisque si tu commences à grignoter des trucs mauvais comme on a vu ci-dessus, tu vas jamais vraiment te rassasier et tu vas jamais vraiment te nourrir. Tu vas juste manger en fait. Tu vas manger mais tu vas pas te nourrir. Donc ça entraîne ce cercle vicieux et le manque de fibres peut aussi créer des troubles digestifs, ce qui te dérègle complètement au niveau digestif et donc au niveau des toilettes. Et moi par exemple, depuis que je prends de l'avoine le matin, alors ça fait 3 ans, je vais revenir aussi sur le petit-déj avec l'avoine, comment je le fais, etc. En gros, je me fais des smoothies à l'avoine, mais on va y revenir. Depuis que je fais ça, c'est un truc de fou comment je suis horlogé au niveau des besoins. Et surtout au niveau de la selle, c'est vraiment tous les jours à la même heure. En fait, même pas tant, c'est pas forcément une question de tous les jours à la même heure, mais c'est une question de... puisque ça peut m'arriver d'avoir un rythme de sommeil pas totalement structuré. Il y a des fois, je peux me lever à 9h, des fois, je peux me lever à 6h. Et en fait, j'ai remarqué, c'est toujours 20 minutes après le lever quand je bois de l'eau. Quand je bois pas d'eau, ça met un peu plus de temps à venir, mais dès que tu bois de l'eau et que je prends cette habitude de manger de l'avoine, c'est un truc de fou comment ça horloge le corps, comment ça le structure. Donc je vous recommande vraiment d'essayer d'ajouter plus de fibres, donc des fruits, des légumes et de l'avoine. Si vous avez tendance à avoir des troubles digestifs, bien sûr, même si vous n'en avez pas, ça peut que vous faire du bien de toute façon. Autre facteur de fatigue, on a le manque d'oméga 3. Donc les oméga 3, on peut les retrouver dans les poissons gras, les oléagineux, c'est tout ce qui est noix, amandes. Attention, les cacahuètes ne sont pas des oléagineux, ce sont des légumineuses. D'ailleurs, légumineuses, dans les fibres, les légumineuses, ce sont les lentilles, les haricots, les fèves, etc. Les pois chiches aussi, les pois cassés. Et les oméga 3, on peut en retrouver aussi dans les graines de courge, graines de lin, graines de chia. Attention, petite coquille, ici je me rectifie. Non, les graines de courge ne contiennent pas beaucoup d'oméga 3. Au contraire, elles contiennent plutôt des oméga 6 et des graisses monoinsaturées. Et elles restent très bonnes pour la santé, ce sont de très bons lipides et elles sont aussi source de zinc et de magnésium, donc ça reste très bon aussi pour la santé et grâce à leurs protéines, leurs lipides et leurs fibres, elles permettent une bonne satiété. La conséquence du manque d'oméga 3, c'est une fatigue mentale, ce qui se répercute aussi sur la santé physique. Autre facteur de fatigue, j'en parle quand même si la majorité d'entre vous sur cette chaîne est musulman, mais tout le monde ne l'est pas. Donc s'il y en a parmi vous qui boivent de l'alcool, je vous recommande de bannir totalement l'alcool, comme les infos ou comme la plainte. Vraiment bannir. Pourquoi? Plusieurs choses. Non seulement l'alcool est responsable de plus de 200 pathologies, et c'est 41 000 décès en France prématurés en 2015. Donc c'est la deuxième cause de mortalité prématurée en France. La science est unanime à ce sujet. Même en petite quantité, l'alcool, ça n'apporte rien de bon. C'est comme le tabac. À part le plaisir instantané et la sensation de plaisir, ça n'a même pas d'incidence sur la santé mentale à moyen et long terme. Et je vais vous dire une chose, moi par exemple, j'ai arrêté l'alcool avant d'être musulman parce que je voulais optimiser mes capacités cognitives. Donc tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la mémoire. En fait, même boire de l'alcool une fois par semaine, tu diminues ces capacités-là. Donc si tu es quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui recherche l'excellence, al-ihsan, l'alcool n'a rien de bon pour toi. Et je pense que ça peut être un bon rappel puisqu'on a aussi des frères qui boivent de l'alcool, mais c'est sans jugement, c'est juste une recommandation, Inch'Allah, qu'Allah vous guide et vous aide à arrêter si vous en consommez. Et sinon, l'alcool perturbe aussi le sommeil, même en petite quantité. Et pour finir, on a aussi l'excès de caféine. Donc que ce soit du café que je n'ai pas noté, mais bon ça va de soi, du thé ou des boissons énergisantes, ça crée aussi un effet de rebond, un petit peu comme le pic de glycémie. On va avoir de l'énergie pendant un moment et après ça va rebaisser. Et surtout chez certaines personnes, ça peut perturber le sommeil. Donc tout ça, ce sont des facteurs de fatigue. Voilà, facteurs de fatigue. Donc on a des solutions pour remédier à
cette fatigue-là liée à l'alimentation. Alors c'est vrai que vous n'allez pas forcément savoir d'où vient votre fatigue. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que ce sont les autres facteurs qu'on va voir? On a le manque d'activité physique, je vous spoil un peu le plan. On a le manque de confiance en Dieu et son plan, et on a le manque de sommeil. Vous n'allez pas forcément savoir directement, exactement ce qui vous procure de la fatigue, mais je pense qu'avec une introspection sur chacun de ces points, vous allez pouvoir déduire quel est ou quels sont les problèmes ou les ajustements à faire dans votre hygiène de vie. Donc, pour faire simple, au niveau alimentaire, parce que l'alimentaire c'est très complexe, il y a beaucoup de choses, les gens ont des régimes différents aussi, mais j'ai relevé pour vous un régime que vous pouvez adopter ou vous inspirer, qui est le régime méditerranéen crétois, qui est validé par la science, mais plus, qui est étudié depuis des décennies et qui a prouvé son efficacité en termes de réduction des maladies, en termes de réduction de la fatigue et en termes surtout de longévité, de vivre longtemps. Et j'ai choisi ce régime non seulement parce que je l'ai étudié récemment, je l'ai adopté récemment, alors pas entièrement, je m'en inspire, puisque vu que je suis marié à une djiboutienne, je mange aussi éthiopien, je mange aussi yéménite, je mange aussi parfois djiboutien. Donc on a des plats qui sont parfois un peu plus gras, avec un peu plus de friture, mais ça reste une minorité dans mon alimentation. Donc j'ai fait un mix des deux et ça marche très bien. En fait, à partir du moment où 80% de mon alimentation est basée sur ce régime-là, méditerranéen crétois, je me sens vraiment beaucoup mieux et ça m'a aidé aussi pour l'activité physique. Je vous mets des études en description sur tous les bienfaits du régime méditerranéen et sur toutes les maladies dont le risque permet d'être prévenu, puisque ça réduit le risque d'énormément de maladies, bien que ça ne soit pas une garantie absolue. De toute façon, dans la vie, rien ne peut être une garantie absolue, sauf le tawakkul. On y reviendra juste après. Donc je disais, c'est un régime non restrictif, donc c'est adapté à tous. Voilà, si vous mangez de la viande, si vous ne mangez pas de viande, si vous mangez du poisson, si vous ne mangez pas de poisson, si vous mangez des œufs, si vous ne mangez pas d'œufs, vous pouvez toujours adapter le régime puisque ce régime comprend tout. En fait, il y a de la viande, il y a des poissons, il y a des œufs, il y a des céréales, il y a des oléagineux, des fruits, des légumes en grande quantité. Il y a de l'huile d'olive qui réduit le risque vasculaire, le risque de maladie cardiovasculaire, ça c'est validé et prouvé par la science, c'est incontestable aujourd'hui. C'est un régime très riche en céréales complètes et très peu de céréales blanches raffinées. Donc le riz, les pâtes vont être complètes. On a aussi pas mal de légumineuses, des haricots, des lentilles, des pois. Tout ce qui est fruits, légumes, oléagineux, graines, c'est très riche et on va se modérer sur le poisson. Voilà, on ne va pas en prendre peu, on ne va pas en prendre beaucoup, on va en prendre de manière modérée. Pareil pour la viande blanche, puisque ce sont de très bonnes sources de protéines et de gras aussi, de bons gras, et d'oméga 3 en plus pour ce qui concerne le poisson. De préférence des petits poissons type sardines aujourd'hui, puisque plus un poisson est gros, de nos jours, plus il est contaminé par des métaux lourds. Donc ça, il faut faire attention. Le thon, par exemple, il est souvent contaminé avec du mercure et il ne faut pas en prendre plus de 2 fois par mois. Puisque il y a une étude qui était sortie, je vous remettrai la référence en info, c'est qu'une boîte de thon dépasse la dose hebdomadaire que le corps peut supporter en mercure. Donc moi, la règle, c'est du thon 2 fois par mois maximum. La viande rouge est très limitée et les produits laitiers sont principalement à base de brebis ou des chèvres. On évite les produits laitiers à base de vaches, même si c'est pas à bannir totalement non plus. Et moi personnellement, c'est vrai que je consomme plutôt du skyr de vache. Le skyr c'est très protéiné et il n'y a pas de gras, c'est 0% de matière grasse. Et sinon il y a le yaourt à la grecque aussi. À la brebis c'est vraiment pas mal. Il y a un peu plus de gras et un peu moins de protéines, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et surtout, le régime méditerranéen réduit drastiquement les aliments transformés. Alors moi je vous dirais pas de les bannir complètement, puisque voilà, dans des contextes de société, etc., on peut être amené à manger des chips, à manger des petites sucreries. Donc je pense que justement que la meilleure solution pour éviter la frustration, c'est de rester dans le non restrictif, donc de ne pas bannir totalement les produits junk food industriels vraiment mauvais si ça reste très occasionnel. Juste que je bannirais, c'est tout ce qui contient de l'huile de palme raffinée, type gâteau,
pâte à tartiner, dont je vais pas citer la marque. Ça, perso, je bannis puisque mon corps réagit très mal à ça. J'ai des palpitations dès que je consomme des produits qui contiennent de l'huile de palme. Dans tous les cas, si vous êtes végétarien, voire vegan, vous pouvez toujours adapter le régime. Donc remplacer les protéines animales par des protéines végétales, même si je pense et je crois fermement, et la science aussi le montre, que les protéines végétales et un régime basé à 100% de protéines végétales ne substituent pas totalement les protéines animales qui sont mieux assimilées par le corps. Mais ceci dit, on peut être végétarien ou vegan en très bonne santé. Ça, c'est incontestable aussi. On a des grands sportifs qui sont végétariens, qui sont véganes, qui se portent très bien. Donc, je vous conseille de vous renseigner dans tous les cas et tous les choix se respectent. Sinon, autre solution, je sais, il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo. De toute façon, rien ne vous empêche de la regarder en plusieurs fois. En ce qui concerne le grignotage, voilà, le grignotage touche une bonne partie de la population. Perso, je suis pas trop affecté par ça. Mais en soi, ce n'est pas le grignotage qui est problématique. C'est souvent ce qu'on grignote. Donc si tu as tendance à grignoter, je te dirais pas de suivre les conseils de certains qui vont te dire de arrête de grignoter, surtout sans te donner de stratégie et de moyens de substitution. Psychologiquement, ça ne marche pas de faire comme ça. Tu peux pas dire à une personne arrête de grignoter et la laisser dans la jungle, surtout si elle a des tentations de grignoter chez elle. Moi, je dirais plus de remplacer le grignotage par des choses plus saines comme des noix, des amandes, des oléagineux, des barres protéinées aussi. Faire attention qu'il n'y ait pas de sucre ajouté ou d'additifs indésirables dans ces barres-là. Tu peux aussi remplacer le grignotage de choses mauvaises par, moi j'aime bien faire ça, du lait végétal, donc boisson à l'épeautre, de préférence pour éviter les ballonnements, avec des flocons d'avoine. Je mélange et je mange ça, un tout petit bol, et ça cale bien, il y a des protéines, il y a des fibres, et c'est bon en goût, j'aime bien. Après, voilà, tu peux personnaliser si t'es pas fan du flocon d'avoine ou du lait végétal. Tu peux mettre du miel, du vrai miel, de la confiture, enfin ce que tu veux. Tu peux grignoter des fruits. D'ailleurs, tu peux même mettre des fruits dans le lait végétal plus flocon d'avoine. Tu peux couper une pêche en dés, par exemple, ou de la pomme. Ça va rajouter du sucre naturel. Mais voilà, n'importe quel fruit, tu peux en grignoter. Alors de toute façon, quand je parle de grignotage, c'est toujours de manière modérée. Je parle pas de grignotage excessif. Mais voilà, si tu prends une orange en milieu de matinée et que tu prends une pêche en milieu d'après-midi et que tu finis par une date en fin de soirée, et le fait de faire ce genre de grignotage modéré, bien sûr, encore une fois, ça permet de stabiliser ta glycémie et de pas avoir ce côté rebond, pic de fatigue après le grignotage. Et en plus, ça t'apporte les bons nutriments puisque tous ces aliments sont naturels ou composés d'ingrédients naturels, donc ça peut que t'apporter de bonnes choses. Et sinon, j'en parlais tout à l'heure, au petit-déj, le smoothie avec l'avoine. Je fais smoothie banane avoine, ça marche très très bien. Donc ça, c'est une idée de petit-déj. Vraiment, si tu sais pas comment substituer tes céréales industrielles ou tes tartines avec de la pâte à tartiner, avec beaucoup de sucre et d'additifs, je t'ai préparé un PDF 5 smoothies 100% végétal. Donc c'est bien parce que ça va parler à tout le monde. À moins que tu sois carnivore et que tu ne manges zéro végétal, je pense pas que tu ne sois pas intéressé. Mon but, c'était de partager des recettes de smoothies accessibles, très bonnes pour la santé, riches en protéines et peu coûteuses, donc accessibles. Et dedans, tu as différentes variantes avec différents goûts. En fait, le smoothie est toujours à base de bananes et de flocons d'avoine. Et après, il y aura des variantes, donc par exemple avec des fruits rouges, avec des graines de courge, avec des noisettes. Donc tu peux te faire ce smoothie-là. Tu peux télécharger le PDF puisque tu as toutes les valeurs nutritionnelles en termes de protéines, de glucides et de coût du smoothie. Et les quantités pour refaire la recette chez toi à la maison. Ça fait 3 ans que je fais ces smoothies-là le matin. Et vraiment, en tant que sportif, en tant que quelqu'un d'actif physiquement, ça me rassasie bien. Ça me permet de construire du muscle. Ça me permet de garder un bon transit. Et je n'ai jamais de pic de fatigue. Et souvent, j'accompagne pour favoriser le renforcement musculaire, j'accompagne ça de skyr ou de yaourt grec, selon ce que j'ai. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus si tu fais du sport. Donc, ce smoothie qui est à base d'avoine, il faut savoir que l'avoine c'est très riche en protéines. Pour un végétal en tout cas, on est à 11 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est un peu plus que des lentilles cuites. Et l'avoine crée une barrière protectrice dans les intestins, ce qui la rend potentiellement anti-cancer. Et l'avoine permet aussi de réduire le cholestérol. Donc voilà, je vous mets des références aussi en description si jamais vous voulez en savoir plus. Donc juste pour revenir, on était sur le régime méditerranéen à la base. Il faut juste savoir que ce régime préconise en plus d'être actif physiquement,
de manière modérée, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des entraînements de renforcement musculaire ultra intenses. Juste le fait d'aller marcher, de trottiner, de faire du vélo ou de faire du jardinage, ça suffit. Le régime préconise aussi de se reposer suffisamment et de partager des repas entre amis et en famille. Voilà, le régime met une grande importance sur la sociabilité et c'est ce qu'on observe aussi chez certaines populations japonaises et crétoises méditerranéennes qui ont un cercle social très riche. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément beaucoup de gens, mais qu'il y a un épanouissement dans les relations sociales. Si jamais vous voulez en savoir plus, en tout cas sur le régime méditerranéen, je vous ai mis 2 vidéos en description. Une de Jamy, voilà, c'est pas sorcier, Jamy épicurieux, et le docteur Jimmy Mohamed aussi, qui explique très bien le sujet. Bon, je crois que cette vidéo elle va être un peu plus longue que prévu. J'avais prévu 20 minutes, mais à mon avis, elle va faire comme l'autre sur le risque. Je vais en reparler d'ailleurs un peu plus tard. On attaque le point numéro 3 qui est le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique, ça a des conséquences désastreuses. Juste avant de passer aux chiffres, aux risques et aux solutions, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Spicypreneur si jamais vous voulez d'autres vidéos sur le sujet et suivre nos aventures avec Lula aussi puisque c'est une chaîne où on est deux. Je sais que vous êtes nombreux à découvrir nos vidéos à chaque fois, plus de 70% des viewers ne sont pas abonnés, donc déjà merci de regarder nos vidéos. Mais voilà, si jamais vous voulez revoir nos têtes, n'hésitez pas à vous abonner. On vous accueille avec grand plaisir. Ok, donc qui dit manque d'activité physique dit sédentarité. Alors les chiffres, ils m'ont complètement retourné le cerveau quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo. C'est 5 millions de morts par an dans le monde. 5 millions de morts par an. Et c'est autant que le tabagisme. Vous vous rendez compte? Autant que le tabagisme. La sédentarité, c'est aussi 2,5 fois plus de risque de contracter un AVC. C'est 2,9 fois plus de risque de diabète de type 2. Donc c'est le diabète que l'on peut attraper, ce n'est pas le diabète génétique. C'est une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer multiplié par 1,8. Et c'est ça qui m'a retourné le cerveau. Le coût de l'inactivité physique en France, pas dans le monde, en France, c'est 140, pas millions, mais milliards d'euros. 140 milliards d'euros. Juste pour vous donner un ordre d'idée, juste pour se remettre une idée des ordres de grandeur. Sachez que 1 million de secondes, c'est à peu près 11 jours et demi, j'arrondis. 11 jours et demi. Et 1 milliard de secondes, c'est 11 574 jours. On passe de 11 à 11 000. 11 000 jours. 11 000 jours, c'est 31 ans. 11 574 jours, c'est 31 ans et 251 jours. Donc 1 million de secondes, je rappelle, c'est 11 jours, donc c'est 2 semaines, c'est un peu moins de 2 semaines. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. J'ai même pas 1 milliard de secondes. Mais par contre, des millions de secondes, j'en ai beaucoup. Donc 140 milliards de dépenses, qui est le coût de l'inactivité physique en France, c'est juste lunaire en fait. Imaginez juste les économies de l'État si la population était plus active. C'est un autre sujet. Je vous mets toutes les références et les sources en description si vous voulez creuser le sujet. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale. Je vous ai pris un petit extrait là qui dit « En France, le coût social annuel de l'inactivité physique a récemment été estimé dans un rapport de France Stratégie à 140 milliards d'euros. » 140 milliards, pas millions. Ce coût élevé prend en compte les 62 000 pathologies résultant chaque année de l'inactivité physique, mais également les 38 000 décès prématurés. 38 000. On était à combien sur l'alcool ? 41 000. Donc sache que si tu es inactif physiquement, c'est un petit peu comme si tu buvais de l'alcool. C'est pas exactement pareil, mais en termes de risque de décès prématuré, c'est la même chose. Une note du ministère chargé des Sports de 2018 estime le coût total de la sédentarité en France à près de 17 milliards d'euros, la majeure partie relevant des dépenses de santé, 81%, soit 14 milliards d'euros, suivi des coûts indirects liés à l'invalidité, 12%, à la mortalité, 5% et aux pertes de production, 2%. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez toutes les références et les sources en description de cette vidéo. L'activité physique, c'est une diminution du risque d'AVC, du risque de diabète et du risque de cancer. L'activité physique, c'est une diminution du risque d'anxiété, de dépression et de fatigue chronique. L'activité physique, c'est une diminution du risque de troubles cognitifs et neurodégénératifs, un peu comme ne pas boire d'alcool en fait. L'activité physique, c'est un meilleur sommeil, c'est une meilleure espérance de vie, c'est un meilleur système immunitaire. En gros, il y a que des avantages, comme ne pas boire d'alcool. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est oui, mais combien de sport je dois faire par semaine, par jour, combien de temps, etc. On a les recommandations de l'OMS qui nous disent que pour un adulte, il est recommandé d'avoir une activité modérée
donc comme de la marche par exemple, à raison de 30 minutes par jour et ce 5 fois par semaine. C'est une recommandation, c'est pas un truc à suivre au pied de la lettre. Pareil pour un adulte, il est important de faire du renforcement musculaire ou de l'assouplissement, donc j'imagine que c'est des étirements ou de l'équilibre, 30 à 60 minutes par jour et ce 2 fois par semaine. Et pour un enfant, l'OMS recommande d'avoir une activité intense pendant 1 heure, 3 fois par semaine. Donc ça peut être une base à suivre si on n'a pas d'idée de comment organiser son activité physique. Donc pour remédier à la sédentarité ou au manque d'activité physique, on a des solutions. Donc la solution, c'est faire du sport, faire de l'activité physique. Bon, ça paraît facile dit comme ça, mais c'est pas forcément facile puisque on ne sait pas forcément ce qu'on aime faire comme activité physique. Et c'est pour ça que je pense que il peut être intéressant de tester et de trouver 2 à 3 activités physiques qui vous correspondent, donc à ENT. Exemple d'activité totalement gratuite, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. On a la course d'endurance, on a la musculation traditionnelle. Alors ça coûte 0 € si on va dans un street park par exemple, ou si on fait tout au poids de corps, sans matériel, c'est possible aussi pour commencer. Avec des pompes, des squats, il y a de quoi faire. On peut même faire des tractions sur les branches d'un arbre, ce que j'aime beaucoup faire. On a la calisthénie aussi, c'est pareil, c'est de la musculation au poids de corps qui met davantage l'accent sur le cardio. On a vraiment les deux, le renforcement musculaire et le cardio. Il y a la randonnée, la marche en nature, ça c'est bien, ça fait vraiment du bien. Le cyclisme, si tu as déjà un vélo, c'est gratuit. À chaque fois que tu es amené à prendre un ascenseur, prends plutôt les escaliers, c'est déjà une bonne habitude. Et sinon, tout ce qui est yoga, étirement, on peut regarder des tutos sur YouTube. Je pense qu'il y a de la matière pour faire ce genre d'activité. Si investir dans ta santé te fait pas peur, tu peux toujours tester de la natation, des sports en club. C'est bien pour le côté social aussi. Sinon, tu peux faire de l'équitation, du jardinage ou des sports de combat. C'est à toi de choisir, à toi de tester. Moi, je dis de toute façon, l'expérience, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, je suis pas là pour vous donner des leçons et de vous dire quoi faire. Je vous invite à tester et vous m'en direz des nouvelles. Pour remédier aussi à la sédentarité, il va falloir intégrer votre activité ou vos activités physiques dans votre emploi du temps. Et le plus important, c'est d'aimer cette nouvelle activité ou ces nouvelles activités, puisque c'est ça qui va faire que vous allez durer sur le long terme. On est bon pour le point numéro 3, le manque d'activité physique. On a vu les dangers, les solutions. Passons au point numéro 4. Un petit peu plus ésotérique, mais qui par expérience fonctionne. En tant que musulman, voilà, si vous êtes musulman, que vous nous regardez, je pense que ça va vous parler puisque 60% d'entre vous veulent se rapprocher de leur foi. Même si vous n'êtes pas musulman, mais que vous êtes toujours intéressé par la spiritualité, restez, ça peut peut-être vous parler. Donc là, on va parler du tawakkul. Alors le tawakkul, qu'est-ce que c'est ? C'est la confiance en Dieu, en Allah Azza wa Jal, la confiance exclusive, la confiance totale. Le manque de cette confiance crée de l'anxiété. Je sais de quoi je parle, j'ai été athée, j'ai été agnostique. Je sais ce que c'est d'avoir peur du futur, d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur de manquer quelque chose. Je me suis même rapproché du stoïcisme, qui est un mouvement philosophique, c'est pas une religion, un mouvement philosophique qui est basé sur la vertu. On cultive la vertu. Il y a de très belles leçons dedans, je vous invite à aller voir. Mais même en me rapprochant de ça, je n'avais pas ce détachement de la vie, ce détachement matériel, ce détachement concernant le futur, ce détachement concernant tout en fait. Il n'y a vraiment que l'islam qui m'a apporté cette paix intérieure. Donc si vous n'êtes pas musulman, je vous invite à vous intéresser à l'islam. Si vous êtes musulman, je vous invite à vous intéresser à l'islam aussi, puisqu'on est très peu au fond à s'intéresser à cette belle religion, enfin du moins à ses enseignements les plus profonds. Mais l'islam nous enseigne d'avoir confiance entièrement au décret de Dieu, au plan de Dieu, puisque tout ce qui t'arrive, si tu es croyant, est un bien pour toi. Et l'islam nous apprend à nous détacher du matériel, du matérialisme, des biens matériels de ce monde. Et surtout que, avant d'être croyant, et je pense que la majorité d'entre nous pense ça, c'est qu'on se dit que seuls nos efforts sont la source de nos résultats. Ce qu'on a dans la vie, c'est le fruit de nos efforts. Exclusivement, c'est ce qu'on se dit. Mais dans la foi islamique, c'est une erreur. C'est une erreur des 6 piliers de la foi. La croyance au décret divin, la croyance au destin. Et en fait, l'islam, j'en parle dans la vidéo sur la subsistance, l'islam c'est une religion qui encourage l'activisme, le fait de faire les choses. Et ensuite, c'est Dieu, c'est Allah Azza wa Jal qui décide du fruit de tes efforts. L'islam, ce n'est pas « je place ma confiance en Dieu, j'attends que Dieu me donne sans rien faire ».
Ça marche pas comme ça. C'est tu fais et Dieu décide du fruit de tes efforts. Le manque de confiance en Allah Azzawajal, c'est aussi un désespoir face aux épreuves, parce que ça peut entraîner vraiment ce désespoir. On peut ne pas accepter la situation dans laquelle on se trouve. C'est une épreuve. On est tourmenté. Oh, mais pourquoi lui il a, moi j'ai pas? Pourquoi ce mal me touche? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. J'ai vraiment pas de chance. Vous avez déjà entendu des gens penser comme ça, ou peut-être vous-même avez pensé comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Et l'islam nous enseigne que quelle que soit la situation, c'est un bien. Si un mal te touche, sois patient et reste actif. Et si un bien te touche, sois reconnaissant et reste actif. Dans les deux cas, c'est un bien pour toi. Tous ces dangers qu'on a vus, là, l'anxiété, la dépendance matérielle, le désespoir face aux épreuves, ça entraîne une fatigue émotionnelle et par conséquent une fatigue physique. Donc on a des solutions pour revenir à Dieu, replacer sa confiance en Dieu. On a ce qu'on appelle le dhikr. Le dhikr, c'est le rappel de Dieu. C'est de se rappeler de Dieu. Ça, c'est très puissant dans les moments d'aisance. Rappelle-toi de Dieu dans les moments d'aisance. J'ai emménagé là, par exemple, alhamdulillah, je suis reconnaissant. Je vais essayer d'invoquer plus souvent Dieu, le remercier plus souvent, faire des doigts, peut-être faire des prières surérogatoires aussi, pour le remercier. Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, l'homme est très ingrat, puisque l'homme, en fait, quand un mal le touche, là, il va faire des prières surérogatoires, là, il va se mettre à prier. Et quand un bien le touche, il va peut-être un petit peu négliger la prière, et il va même plus faire d'actes surérogatoires. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est la nature humaine qui est un petit peu comme ça. Donc, rappelle-toi d'Allah dans les moments d'aisance, et Allah se souviendra de toi dans l'adversité. C'est un hadith authentique rapporté dans Hadith an-Nawawi, numéro 19. Je vous mets la référence en description. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance et Allah se souviendra de toi dans l'adversité. Subhanallah, c'est incroyable. Mais rappelle-toi aussi d'Allah dans les moments d'adversité. Sache que si un mal te touche, il n'y a que Allah Azzawajal qui peut remédier à ta situation. C'est le seul qui peut nuire et qui peut profiter aux créatures. Donc le dhikr, voilà. Alhamdulillah, astaghfirullah aussi. Demander pardon, très important. Si tu as des musulmans autour de toi, c'est bien aussi peut-être de leur rappeler que c'est Allah qui décide de toutes choses. Autre solution, reste actif en toutes circonstances, c'est l'activisme, on vient de le voir. Donc reste actif toujours dans ta foi, dans ta prière, dans tes jeûnes, dans ton dhikr et dans tous les actes obligatoires. C'est vraiment l'activisme principal à garder, mais reste aussi actif dans la recherche de ton risque, de ta subsistance, puisque Allah Azzawajal attend de nous que nous soyons actifs dans la recherche de notre subsistance, dans le licite bien sûr. Ne pas hâter l'illicite. De toute façon, tout ce qui concerne la subsistance, j'en ai fait une vidéo complète, ça dure peut-être autant que celle-là, je ne sais pas la durée, mais en tout cas, vous avez été nombreux à l'apprécier, donc déjà merci à vous, alhamdulillah, et puis voilà, c'est pour ça que je refais une vidéo dans le même format. Et autre solution pour remettre sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de se rappeler l'au-delà. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi on est sur Terre? Quelle est notre mission? Puisque cette vie est éphémère, de toute façon, la vie dans l'au-delà est plus importante. Et il n'y a que par le jugement parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pousse à agir de manière juste et bonne. Et on va attaquer le point numéro 5, sans plus attendre, vous l'avez déjà vu. C'est le manque de sommeil qui est une très grande source de fatigue. Donc en quelques chiffres, avoir un sommeil inférieur à 6 heures, c'est un risque d'obésité augmenté. C'est aussi l'augmentation du risque de diabète de type 2, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de cancer. C'est une augmentation des troubles de l'humeur, de la dépression et même de la somnolence en voiture, qui correspond à peu près à 10-20% des accidents de la route. Un sommeil inférieur à 6 heures, en moyenne aussi, c'est une diminution des performances cognitives, un peu comme l'alcool. C'est une diminution de la récupération musculaire et c'est une diminution de la fertilité aussi. Donc on a des solutions face au manque de sommeil. La première chose, c'est d'instaurer dans votre routine quotidienne une heure régulière de sommeil, même le week-end. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller se coucher tous les jours à la même heure, à la minute près, avoir un delta maximum d'1 heure. C'est dans l'idéal. Après on fait comme on peut bien sûr, mais voilà, tu vas te coucher entre 22h et 23h par exemple, tous les soirs. Et le week-end tu peux décaler d'1 heure, entre 23h et minuit. Pareil le lever, si tu te lèves entre 6h et 7h, le week-end tu peux te lever entre 7 et 8. Je pense que c'est une bonne base. Par expérience, je l'ai déjà expérimenté et
ça fonctionne très bien. Autre solution, c'est se créer un environnement propice au sommeil aussi. Donc une chambre assez sombre, assez fraîche. Vous voyez par exemple, donc là on est le jour, mais petite technique, le soir, les grandes lumières là de plafond qui sont très jaunes, assez fortes, que ce soit dans la chambre ou dans le salon, ça n'invite pas à aller dormir, même si c'est jaune, c'est trop fort. Mettez des petites lumières comme ça. Ça, c'est mon petit cheat code. Dès que tu allumes la lumière, tu éteins la grande, ça te donne envie de dormir, peut-être pas forcément en 5 minutes, mais déjà tu prépares le sommeil comme ça, 1 heure, 2 heures avant de dormir, tu mets ça, cette petite lumière, pareil, une lumière de chevet dans la chambre, et ça va vraiment préparer ton cerveau au sommeil, puisque ça va devenir sombre et il n'y aura qu'une petite lumière. Et petit cheat code, tu peux même lire avec cette petite lumière. Alors moi personnellement ça me fait tomber en 5 à 7 minutes. Je lis vraiment même pas longtemps. Des fois j'ai envie de lire mais je tombe de fatigue avant de pouvoir finir ma session lecture. Au moins j'ai mon sommeil donc je préfère faire comme ça. Et voilà, faire ça 1 heure avant de dormir. Comme ça tu bannis les écrans avant de dormir. Ça c'est très important parce que les écrans ça dérègle complètement le cycle de sommeil. Donc voilà, ce que je recommande c'est 1 à 2 heures avant de dormir d'arrêter complètement les écrans. Alors je sais que 2 heures ça peut être difficile, mais au moins 1 heure. Et si tu as vraiment du mal, commence par une demi-heure. Et puis privilégie la lecture à la place pour remplacer. Parce que si je te dis arrête ton téléphone mais que tu n'as rien à faire, bah, tu vas être tenté, tu vas retourner sur ton téléphone. C'est comme le grignotage. Donc voilà, après sinon certaines personnes sont sensibles à la caféine, au thé, au café avant de dormir. Donc ça serait plutôt à éviter aussi, même dès le début d'après-midi. Je sais que Lula, si elle prend un thé à 16h, c'est fini pour elle. Moi, ça va, je peux dormir avec le thé, mais je sens que le sommeil est moins profond. L'alcool avant de dormir, moi j'ai envie de lui dire l'alcool tout court de base, arrêtez. Là-dessus, il n'y a pas de demi-mesure. Et éviter aussi le repas copieux en fin de journée. Voilà, essayez de manger léger, manger des fibres, de l'avoine. Non, on va pas abuser, mais voilà. Mangez sainement des aliments pas transformés avant de dormir et vous verrez, ça va changer votre sommeil. La science va vous recommander de faire des techniques de relaxation, donc de la respiration, de la méditation, ce qui marche en soi. Mais en tant que musulman, on peut aussi laisser place avant de dormir à une prière, peut-être une prière surérogatoire, à la prière obligatoire aussi bien sûr en priorité, à de la lecture coranique, à du dhikr. Avant de dormir, ça marche très bien aussi. Donc voilà, on peut même faire les deux. Tu peux très bien faire ta prière, et après ta prière, faire un petit peu de respiration. Mais voilà, essayez toujours de se reconnecter au moment présent et de se reconnecter avec son créateur. Ça va t'apaiser, ça va enlever ton stress, et moins tu es stressé pour dormir, meilleur sera ton sommeil, et moins tu seras fatigué. Autre solution pour bien dormir, moi j'ai été sujet à ça aussi, c'est que souvent on a des ruminations des fois avant de dormir. C'est pas forcément négatif, mais juste... ah bah tiens, j'ai envie de faire ça demain. J'ai cette idée-là. Et ça empêche de dormir, le fait de penser. Donc si tu intègres de l'activité physique dans ta journée, modérée, voire même intense, si tu es bien KO le soir, t'inquiète pas, tu vas bien dormir, même si tu as tendance à ruminer le soir, même si tu es dans un état d'esprit plutôt négatif en ce moment, voire même sujet à la dépression, tu intègres du sport dans ton quotidien, tu vas mieux dormir. Et de toute façon, disclaimer oblige, si tu as des troubles qui persistent, consulte un professionnel de santé qui saura mieux te répondre que cette vidéo YouTube sur tes problèmes, puisque ça sera adapté et personnalisé par rapport à ton cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. J'espère que je vous ai pas trop bourré d'informations. Le mieux, c'est de la regarder en plusieurs fois, je pense, cette vidéo. Dans tous les cas, il y a toutes les sources en commentaire. Je les ai mises aussi là dans mon doc. Je vous les partagerai. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois si vous ne l'avez toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le référencement et à glisser un commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des questions ou si vous voulez nous partager votre expérience sur un sujet en particulier. Et sur ce, je vous dis, Inch'Allah, à bientôt les amis Spicy.